créé ça, nous. Pardon, il n'y a pas de problème. Oui, allez-y, docteur Sylla. Merci beaucoup. D'abord, je voudrais dire simplement que le mot transitionnel, c'est la toile de fond de ma thèse de doctorat. J'ai remonté l'étymologie des mots. Donc, les deux. On va parler dans le micro. Les deux ont pour étymologie transition, transitionnelle. On pour radical et étymologie transitio, qui signifie le passage d'une situation A à une situation B. La transition, c'est juste le substantif, et transitionnel, c'est le qualificatif. Sinon, la toile de fond, ça reste ce qui est temporaire, intérimaire. C'est ça. Je voulais simplement revenir sur la responsabilité des organisateurs et de ceux qui auraient tiré sur les manifestants. Ceux qui sont censés avoir tiré. C'est ça. C'est que dans un état de droit, pour organiser une manifestation, c'est encadré juridiquement. La manifestation à l'époque était un droit fondamental reconnu par la Constitution. Mais sauf que les textes infraconstitutionnels ont prévu une procédure à suivre en la matière. Les organisateurs doivent informer, indiquer l'itinéraire, communiquer des noms. Maintenant, si les organisateurs ont failli à cela, ils ont fait un forcing pour organiser la manifestation, ça ne donne pas droit à d'autres personnes d'aller tirer sur les manifestants. Eux, ils seront accusés. Encore faut-il prouver que d'autres ont tiré. Oui, mais vu que le code pénal qui prévoit la procédure était en vigueur, le code pénal de 1998 à l'époque. Voilà, et c'est des droits acquis. Oui, bien sûr. Voilà, ce sont des droits acquis. Non, à 2009, c'était le code pénal de 2002. De 98, dis-je. Évitez de dire que ça ne donne pas de droit à tirer. Il n'est pas prouvé que ça a été tiré dans la mesure... Attendez, non, Maître Kaba, d'accord, les manifestants n'ont pas tiré armés. Les uns, si vous me permettez, Maître Kaba, excusez-moi, laissez-moi simplement définir. Allez-y. Je ne réagis pas quand vous parlez. Permettez, madame. Allez-y. Les uns ont organisé... Le débat est ouvert, c'est scientifique. C'est ça. Les uns ont organisé une manifestation de facto. Ouais. Donc, ils sont responsables, c'est-à-dire ils sont en contradiction avec la loi. Parfait. S'il y a une peine qui est prévue pour un tel comportement, ils doivent répondre. Oui. Mais les autres aussi, qui auraient tiré sur les manifestants, vous voyez, la qualification que la commission a retenue, c'est crime contre l'humanité. On ne peut pas mettre les deux sur le même piédestal. C'est ce que j'avais voulu dire, le mot autant, c'est-à-dire que les responsabilités sont au même degré. C'est ce que c'est pourquoi j'ai dit que ce n'est pas autant. Ils sont tous responsables, mais ce n'est pas autant. Les avocats le prouveront. Par rapport à votre question, est-ce que le procès des événements du 28 septembre va favoriser la réconciliation nationale? D'accord. C'est une question on va venir à cette question. Très importante. On va venir rapidement à cette question, mais je veux d'abord entendre la réaction de docteur Diallo sur cette question de responsabilité. Puisqu'on parle de ça depuis la dernière fois, responsabilité pénale, elle est forcément individuelle. Alors, dans cette situation, est-ce qu'effectivement les organisateurs de la manifestation sont aussi responsables au même titre que ceux qui sont accusés d'avoir commis des actes? Je ne crois pas. Vous savez, nous sommes en matière pénale et en matière pénale, il y a 3 catégories de personnes poursuivies. Il y a des auteurs, il y a des co-auteurs et il y a des complices. Mais si on tient compte des définitions données à ces 3 catégories de personnes, on ne retrouve pas les organisateurs de la manifestation. Comme l'a dit Dr Sylla, lorsque vous violez une interdiction administrative, vous exposez à des sanctions. Mais lorsqu'il y a aussi des cas de violation grave des droits de l'homme, vous exposez à des poursuites. Donc, ce n'est pas la même chose. Et j'ai eu l'impression que le bâtonnier ne m'avait pas compris sur la question de la responsabilité. Quand on parle de la responsabilité des protégés, il s'agit d'une responsabilité active. Vous savez, il y a une responsabilité active et une responsabilité passive. C'est-à-dire, quand je dis responsabilité active, l'État est responsable de la protection des droits de ses citoyens. Lorsque ces droits sont violés, l'État a l'obligation de sanctionner. Ça, c'est la responsabilité première. Lorsque l'État ne joue pas ce rôle, cette responsabilité revient à la communauté internationale de poursuivre les présumés auteurs
et de les sanctionner. C'est cette responsabilité que je parlais. Je ne parlais pas de la responsabilité internationale de l'État comme pour dire que l'État doit être poursuivi pour ces violations. Les autorités ont déjà pris effectivement l'avance sur la situation et ils ont décidé de répondre à ces questions qui sont soulevées pour le massacre. Cette responsabilité première que l'État guinéen est en train de jouer, si l'État ne le jouait pas, il reviendrait à la communauté internationale, notamment la Cour pénale internationale, de poursuivre l'affaire. Quand je dis aussi que quand l'État s'engage dans une convention internationale qui renonce à une partie de sa liberté, c'est concernant le domaine couvert par cette convention. C'est-à-dire, l'État désormais, même si c'est une compétence exclusive à l'État, le fait que l'État ait accepté de faire partie d'une convention qui doit désormais régir cette convention, ce domaine, ça veut dire que l'État n'est plus seul à gérer cette... Voilà, n'est plus seul à gérer cette... Il n'a pas perdu son autonomie ni son autorité. Non, je n'ai pas dit qu'il a perdu. L'État est parti. L'État a accepté de se soumettre. C'est la théorie de l'État qui se soumet. C'est de cela que je voulais parler. Maintenant, le droit est trop doux en fait. Voilà. Maintenant, donc ça ne veut rien dire que c'est une atteinte à la souveraineté. Donc rapidement, docteur, vous avez la parole, docteur Sylla. Oui, on va poursuivre avec vous sur la question de réconciliation avec l'ouverture du procès. Ouais, non, je crois qu'il faut d'abord débroussailler. Je vous en prie. Voilà, c'est ça. Je veux qu'on... Allez-y. D'accord, on va l'écouter rapidement. Oui, maître. Non. Je n'ai pas l'habitude de m'indiscipliner. Ce que je posais, c'est qu'il y a une problématique qui est essentielle, qu'on a évacuée, et qu'il fallait dire la nécessité absolue d'organiser le procès maintenant ou non, du 28 septembre qu'on n'a pas évacué. Voilà. Oui, en fait, est-ce que c'était nécessaire d'organiser maintenant avec le tissu social le procès du 28 septembre? Quand on regarde les différents événements qu'on a connus par le passé, on peut même dire que la Guinée a failli pendant toutes ces années. Vous savez, la justice fait partie des fonctions régaliennes de l'État. Absolument. Que la communauté internationale soit impliquée dans ces situations ou pas, en principe, la Guinée devrait prendre toutes les mesures pour faire face à ces cas-là. Depuis les crimes du Camboiro, les 95 officiers, les événements de 2006-2007, les éléments du 28 septembre. Donc la Guinée, la justice, que la communauté internationale soit impliquée dans la gestion de ce procès ou pas, la Guinée doit rendre justice. C'est une fonction régalienne d'un État. Premier aspect. Deuxième aspect, est-ce que ce procès-là va nous conduire vers une réconciliation nationale? Les victimes, à la fin du procès, si les choses se passent dans de bonnes conditions, auraient satisfaction parce que les victimes non seulement sauraient la vérité, mais peut-être avec les indemnisations, elles obtiendraient satisfaction. Mais j'ai une question bizarre dans la tête. D'abord, j'insiste sur j'ai une question bizarre dans la tête. D'accord. Vous parlez de satisfaction des victimes. Et lorsque la justice n'arrive pas à prouver la culpabilité des acteurs qui sont arrêtés aujourd'hui, est-ce que les victimes seront toujours dans leur satisfaction? Voilà. Justement, ça rejoint mon maître.